Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très fiers à Jeunes Explo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va animer cette entrevue bien spéciale avec vous pour cette deuxième entrevue de la semaine thématique des finances et de la comptabilité qui est en partenariat avec l'Ordre des comptables professionnels agréés, dont on est très fiers à Jeunes Explo. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui. Donc, on reçoit Kevin Foley, qui est planificateur financier chez IG Gestion privée de patrimoine. Bonjour, Monsieur Foley. Bonjour, Audrey-Anne. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation d'être mentor et de partager votre passion, votre quotidien pour votre belle profession. D'ailleurs, pouvez-vous vous adresser aux jeunes et nous dire brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation d'être mentor? Parfait. Pour commencer, Audrey-Anne, tu peux m'appeler Kevin. J'ai pas encore 40 ans, là, donc c'est correct pour ça. Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Autrement dit, c'est que ma conjointe est conseillère d'orientation d'une école secondaire, donc elle me parle à chaque soir de tous les jeunes qui se posent des questions secondaires. Puis souvent, c'est les mêmes métiers qui reviennent, docteur, psychologue, etc., avocat. Et je trouve que mon métier, c'est un métier qui est super dynamique, très diversifié. C'est pas redondant. Par exemple, moi, je suis TDA, juste pour vous dire, et c'est un métier qu'on peut très bien performer en étant TDA. C'est pas des tâches répétitives du tout. Donc, c'est ça. Donc, c'était pour faire découvrir mon métier qui peut être super passionnant, très diversifié. Puis, il y a beaucoup de champs de travail aussi qui sont applicables avec les études que j'ai faites. Donc, une belle façon aujourd'hui là d'explorer davantage puis de sortir des métiers plus traditionnels auxquels on pense. Alors, on a hâte d'en savoir plus sur votre quotidien de planificateur financier. Je pense que ça va être une très belle rencontre. Et je tiens à préciser pour les jeunes qui sont à l'écoute, si jamais vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire là, sous la vidéo et on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, on sait que vous êtes planificateur financier, mais plus précisément, à quoi ça peut ressembler une journée type dans vos fonctions? Oui, c'est sûr que nous, en tant que planificateur financier, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'occuper d'une certaine clientèle qui, on pourrait dire, sous-traite leurs finances à nous. Donc, c'est sûr que la première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde nos courriels et nos messages vocaux parce que souvent, les personnes, quand ils ont des questions par rapport à leurs finances, c'est le soir après le travail, ils reviennent chez eux, ils mangent et là, ils disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai telle question ou tel projet que je voudrais prendre. » Donc là, ils envoient un courriel ou nous appellent, puis nous, des fois, on ferme notre cellulaire parce qu'on a une vie de famille aussi. Donc, le matin, c'est sûr que la première étape, c'est on répond aux messages autant courriels que messages vocaux. Par la suite, on a à chaque jour toujours des rendez-vous avec des clients. C'est sûr que depuis la pandémie, c'est des rendez-vous qu'on fait en télétravail. Donc, on travaille beaucoup à partir de la maison, mais normalement, c'était souvent des rendez-vous qu'on fait à nos bureaux ou chez les clients. Des fois, on se déplace aussi chez eux. Donc, on fait des rendez-vous, on discute de leurs objectifs financiers, des placements, etc. Et il y a aussi un côté toujours d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Donc, un petit côté marketing, prospection aussi qu'il faut faire. Donc, faut pas dans notre domaine, je pense qu'il faut pas s'asseoir sur notre actif. Donc, on veut toujours progresser. Donc, on essaie de trouver des projets pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Ça peut être organiser des événements, comme par exemple un souper dans un Ricardo, qu'on invite des clients qui invitent des amis à eux. Ça nous permet de discuter avec eux. Donc, ça peut être des journées qui sont très variées, autant que des journées, on peut travailler à faire des planifications financières devant notre ordinateur et presque pas parler à quelqu'un s'il faut qu'on soit plus concentré. Vous parlez de placement, puis de finances. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de vocabulaire? Quel genre de placement est-ce que vous pouvez gérer? Oui, c'est sûr qu'en étant planificateur financier, dépendamment de l'institution financière qu'on travaille, des fois, il y a des institutions qui restreignent les placements. Je vais faire un exemple. On va dire qu'on travaille dans une caisse populaire ou une banque. Souvent, ils vont vouloir qu'on propose des produits maison. Mais les produits maison, ils ont des très belles gammes, puis je ne veux pas parler contre ces produits-là. Il y a des super bons produits, mais on recommande tous les types de placements, que ce soit du certificat de placement garanti, qui est du placement hyper sécuritaire, que ce soit des fonds négociés en bourse, 100% actions. Et ça, c'est la partie placement, mais il y a aussi les différents comptes comme le CELI, qui est super intéressant, qu'on peut contribuer à partir de 18 ans. Il y a les REER qui est plus pour la retraite ou pour acheter la première maison, le condo.
Il y a d'autres types de comptes de placement, mais quand on parle de placement, c'est vraiment la grande gamme. Là. Comme nous, on peut parler autant de placement d'obligations que d'actions canadiennes, actions américaines. On fait pas de produits dérivés vraiment. Là. Il y a un type de placement plus avancé qui est les produits dérivés. Puis ça, c'est rare des planificateurs financiers qui vont en faire, mais on touche vraiment à tout ce que vous pouvez penser de placement, on peut y toucher. Là. J'imagine que dans votre quotidien, l'aspect service à la clientèle, ça doit être extrêmement important. J'imagine que c'est pas tous les clients qui connaissent le jargon puis qui connaissent les rouages de la finance. Donc, ça doit être vraiment la base d'être un bon communicateur puis de rendre ça accessible, le monde des finances, à vos clients. Oui, c'est sûr que le service à la clientèle, c'est primordial même dans notre domaine. Quelqu'un qui est pas bon pour communiquer avec d'autres personnes, c'est vraiment pas un domaine, la planification financière pour lui, sauf des fois, je vais prendre un exemple, nous, on est une équipe, on peut avoir un planificateur financier qui va juste faire du travail derrière les rideaux, par exemple. Donc, quelqu'un qui est, entre parenthèses, un petit peu geek, là, qui aime ça faire juste faire des planifications financières sur l'ordinateur, mais pas parler aux clients, ça peut être accessible aussi, mais la plupart des planificateurs financiers, il faut être bon pour parler avec les personnes parce que la compétition est très, très féroce. Puis il suffit qu'un client t'aime moins, il va aller voir l'autre banque, l'autre institution financière, puis tu peux perdre ce client-là. Donc oui, c'est primordial le service à la clientèle dans notre domaine. Puis, on ne se le cachera pas, c'est quand même les acquis, les biens des personnes qui vont vous confier. Donc, j'imagine que le lien de confiance avec le client, ça aussi, ça doit être primordial dans votre travail. C'est sûr. Puis souvent, ça se travaille avec le temps. Donc, quand on a un nouveau client, par exemple, une référence d'un de nos clients que c'est son frère, au début, le client veut pas, il est plus méfiant. Donc, il faut prendre plus de temps à lui démontrer comment qu'on travaille, plus passer, c'est ça, d'heures ou de minutes au téléphone avec lui, tout expliquer. Et ce qui est important aussi dans notre domaine, c'est de vulgariser, parce que c'est des termes extrêmement techniques. Puis monsieur, mais madame, tout le monde, ils reviennent chez eux, puis parler de finances avec leur conseiller financier ou leur planificateur financier, ils trouvent ça plate. Pour eux, ils mettent ça de côté, puis c'est dommage, parce que c'est super important. Puis tous les projets que vous pensez faire, il y a souvent de l'argent en arrière de ça, que ce soit des voyages, des rénovations, des achats de maison. Mais le Québécois moyen, en parenthèse, n'aime pas parler de finances. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de vulgariser, de prendre des termes et des concepts compliqués, puis essayer de les expliquer aux clients. Puis il y a des clients qui ont des super bonnes connaissances, il y en a d'autres qui savent absolument rien. Donc, il faut aussi savoir s'ajuster avec chaque personne. Totalement. Puis, je pense que vous avez préparé un logiciel que vous utilisez au quotidien. Donc, on pourrait peut-être lancer le partage d'écran puis montrer quels sont les outils facilitants. Parfait. Oui, je vais vous le montrer à l'écran. Vous pourrez me confirmer si vous le voyez bien. Oups, c'est le mauvais écran. Désolé, on travaille avec plusieurs écrans. Donc, celui-ci, est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Parfait. Donc, ça, c'est un nouveau programme qu'on a pour la planification financière. Avant, on en a utilisé un qui était beaucoup moins, excusez-moi l'anglicisme, mais user-friendly. Celui-ci est super beau avec des graphiques. Puis maintenant, dans notre travail, on fait beaucoup de vidéoconférences avec les clients, de rencontres virtuelles, etc. Donc, quand on leur parle, c'est sûr que si on peut faire un partage d'écran comme qu'on se fait en ce moment, puis qu'on peut montrer, voici votre situation actuelle, voici les recommandations qu'on apporte et combien ou comment ça va améliorer votre situation que vous avez actuellement et suite à nos recommandations. Donc, si on voit, par exemple, ça, c'est le tableau de bord qu'on peut appeler. Donc, on va l'indiquer toutes les informations du client. Là, j'ai créé un client fictif de monsieur, madame qui ont 2 enfants. Ici, on va indiquer, par exemple, leur profil de risque, parce que pour les placements, c'est très important. Chaque personne a des profils de risque différents. Il y en a qui sont super prudents, qui ne veulent pas penser que leurs placements peuvent baisser d'un sou. Malheureusement, ces personnes-là ne feront pas beaucoup de rendement sur le long terme, mais il faut s'adapter. Puis il y a des personnes très dynamiques, même si une journée, pas une journée, mais un trimestre, leur placement baisse de 30 %, ça ne les stressera pas trop parce qu'ils savent que ça va remonter après, puis que sur le long terme, ils vont être gagnants. Donc, première étape, il faut s'assurer de bien connaître les profils d'investisseurs des personnes. Puis ça aussi, c'est avec le temps souvent qu'on les connaît parce que les personnes, à première rencontre, n'ont aucune idée c'est quoi de leur profil d'investisseur. Fait que là, on commence, on a un petit questionnaire maison pour poser des questions pour essayer de le savoir, mais c'est une relation de long terme. Souvent, on va savoir, lui, il pensait qu'il était dynamique, mais finalement, il est équilibré.
Donc, on va essayer de travailler avec ça. Donc, ici, on va écrire ensuite les revenus du client, ses dépenses par mois. Chaque client ont des rythmes de vie différents. Donc, c'est sûr que on travaille avec les outils. Puis surtout, c'est que les personnes sous-estiment leurs dépenses. C'est ce qu'on voit régulièrement. On demande, par exemple, combien vous pensez vous dépenser par mois? Je vais dire un chiffre de même, mais ils vont dire 4 000. Finalement, on se rend compte plus tard que c'est 5-6 000 qu'ils dépensent par mois. Donc, c'est toujours du travail, encore une fois, sur le long terme. On va marquer les placements, etc. Donc, ça, c'est vraiment, on ne regarde pas trop en détail, mais l'entrée de données, c'est moins intéressant. Mais vous voyez, j'ai pris vraiment un cas fictif ici, qui ont une maison, un peu d'immobilier, qui louent des hypothèques, etc. Puis là, ce qu'on arrive, c'est qu'on met un objectif de retraite. Donc, par exemple, monsieur aimerait ça la prendre à 55, madame à 60. On va aller voir si c'est réaliste. Donc, ici, vous allez voir, c'est super bien fait. Il y a un graphique qui dit est-ce que oui ou non, le projet va être accessible et on peut mettre des recommandations aussi pour essayer d'améliorer. Donc, dans cette situation-là que j'ai créée, c'est des personnes que financièrement, ça va très bien. Donc, on peut montrer des graphiques aux clients, mais voici actuellement vos avoirs de placement sans les maisons, puis comment ça augmente avec le temps. Les propriétés, la valeur nette. On voit ici l'objectif de retraite, par exemple, qui est à 150 % dans cette situation-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Il y en a qui sont plus bas, donc il faut les aider à se rapprocher du 100 %. On peut même voir votre succession va hériter de combien, etc. Ici, on ajoute des recommandations pour augmenter la situation financière. Donc, ça, c'est un exemple de nombreux outils qu'on travaille avec. On en a vraiment plusieurs, mais celui-ci, ce qui est bien, c'est les clients voient les graphiques, c'est leur situation financière à eux. On amène des recommandations, comme qu'on voit ici, le bleu foncé, c'est avec des recommandations. Le bleu gris plutôt, là, vous voyez, c'est avec les recommandations en bas, c'est ça. Fait qu'on peut même montrer avec notre travail puis les conseils qu'on va vous donner de combien qu'on va augmenter votre valeur nette dans le temps. Donc, les clients trouvent ça intéressant. Puis c'est souvent ce qui va faire la différence, qu'ils veulent faire affaire avec nous ou non, suite à nos conseils. Parce que si on ne donne pas d'amélioration, ils vont rester où ils sont actuellement, ou ils vont peut-être même quitter pour la compétition. Il y a un mot que vous utilisez souvent, c'est conseil, hein? Conseiller, on conseille le client, mais en bout de ligne, c'est quand même lui qui décide là, d'adhérer à vos conseils ou d'aller vers une autre direction. Donc, ça, l'aspect conseil puis adaptation aux besoins du client, c'est super important. Exactement. Puis souvent, je donne l'exemple. Nous, on est un peu un GPS, on pourrait dire, ou un Google Maps pour les années un peu plus actuelles. Mais si, par exemple, vous partez en voiture puis vous dites, moi, je veux aller au Chili. Sans carte, sans GPS, vous allez probablement vous rendre au Chili, mais ça va être beaucoup plus long. Nous, ce qu'on va vous dire, c'est le chemin optimal pour vous rendre là. Donc, c'est un peu l'exemple pour vulgariser que je donne un peu aux clients. Mais si vous ne voulez pas suivre notre route qu'on vous recommande, bien, vous pouvez prendre des détours, vous amuser un peu avec ça. Mais on est toujours là pour donner des conseils. On ne tord pas les bras de nos clients. Si nos clients ne veulent pas nos recommandations, c'est correct. On s'adapte, mais c'est sûr, c'est ça. C'est beaucoup un travail de conseil. Puis souvent, les personnes qui rentrent en finance pensent au film du Loup de Wall Street, etc., où ce qu'on trade, puis on essaie, mais ça, c'était plus les années 80, là, c'est plus du tout ça actuellement, mais maintenant, le monde a accès à Internet, donc ils peuvent plus se faire avoir comme dans le temps en finance, puis c'était très mauvais, là. Je veux dire, les courtiers pensaient souvent juste à leur poche. Pas tout le monde, là, je ne veux pas dire le monde qui sont courtiers, mais dans les années 80, c'était pas toujours de même, mais c'était des mêmes métiers qui étaient extrêmement payants, puis bref, mais aujourd'hui, ça a changé, les clients sont beaucoup plus informés qu'avant. Les frais ont été beaucoup diminués dans le temps, donc notre rémunération en pourcentage par rapport à avant, ça a beaucoup baissé. Puis c'est correct, c'est normal, les clients veulent. Puis il y a beaucoup une génération qu'on se rend compte en ce moment qui est do it yourself, là, qu'on s'adapte aussi. Il y a des clients qui disent moi, telle partie de mes finances, je veux m'en occuper moi-même, toi, occupe-toi de l'autre. Puis c'est correct aussi, on s'adapte. Maintenant, si on parle au niveau de la formation qui est nécessaire pour effectuer votre travail, pour les jeunes qui nous écoutent, qui s'apprêtent à faire leur demande d'entrée au collégial, c'est quoi le parcours scolaire nécessaire? Oui, j'essaie de faire le stop au partage d'écran. Je ne sais pas si vous êtes capable ou... Je crois qu'il faut revenir à Zoom, puis faire cesser le partage. Oui, c'est ça.
c'est pas trop grave, je le vois pas en ce moment. Nous, on travaille plus, je dis qu'on travaille avec avec nos clients, mais c'est plus le programme Microsoft Teams qu'on utilise, là, qui est un compétiteur de Zoom. Mais bon, pour le résumé scolaire, ce qui est important, souvent, avant, pour être conseiller financier, il y avait beaucoup moins de critères. Maintenant, ils ont renforcé ça et c'est tant mieux parce qu'avant, je vais faire un exemple, mais quelqu'un qui avait aucune connaissance des finances pouvait suivre un petit cours à être un conseiller financier. Maintenant, c'est fortement recommandé d'avoir un bac, soit en comptabilité, parce qu'on a beaucoup de fiscalité à connaître. C'est pas juste les placements, comme j'ai dit, ça a beaucoup changé. Si on parle juste de placements, on va perdre des clients parce que c'est important de connaître la comptabilité, la fiscalité. C'est surtout ça qu'on peut optimiser la situation financière des clients. Donc, comme j'ai dit, un bac en finance ou en comptabilité, mais ça, c'est le bac administration. Puis quand vous commencez le bac administration, vous pouvez aller selon vos préférences, il y a marketing, ressources humaines, gestion, etc. Donc, vous allez soit en finance ou comptabilité. Et il y a si vous voulez avoir le titre de planificateur financier que je vous recommande beaucoup, parce que sinon, vous êtes un représentant en épargne collective. C'est le terme exact. Il faut faire un certificat en planification financière. Donc, c'est un certificat supplémentaire. Et il y a un examen à la fin. C'est pas un ordre, là, c'est l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière. Il faut faire un examen. Ça ressemble un peu pour les comptables CA, etc. Là. Donc, c'est un peu le parcours typique, mais il y a plein de personnes qui peuvent être des excellents planificateurs financiers qui vont pas faire un bac en finance. Ils vont faire un bac dans d'autres choses, mais finalement, ils vont s'intéresser aux finances. Et ils vont faire ensuite le certificat en planification financière. Vous pouvez être représentant en épargne collective avec une technique dans un domaine, par exemple, technique en comptabilité, ensuite faire le cours pour être représentant en épargne collective. Vous pouvez le faire aussi. Et il y a la partie assurance que j'ai moins parlé, mais qui est très importante dans notre travail. Puis des fois, les personnes ont peur d'en parler, mais les assurances, c'est extrêmement important. Je vais faire un exemple. Un père ou une mère de famille qui a 2 enfants, qui travaille, qui se blesse, puis à son travail, il n'y avait pas l'assurance invalidité. Mais si on n'a pas pris avec son planificateur financier, il n'y a plus de revenus qui rentrent, il y a son hypothèque à payer, ses 2 enfants veulent manger. Donc, le côté assurance est extrêmement important. Puis ça, c'est un autre cours qu'il faut faire à part, qui n'est pas un cours scolaire. Là, si on s'inscrit, on passe un examen et on peut recommander des assurances par la suite. Donc, il y a quand même plusieurs chemins qu'on peut prendre, mais l'idéal, selon moi, puis par expérience, c'est vraiment d'aller en bac administration, soit option comptabilité finance, de faire le titre après le certificat de planification financière. Donc, on sait qu'un baccalauréat, c'est d'une durée de 3 ans à l'université. Vous dites qu'il faudrait prendre à ce moment-là une spécialisation en comptabilité ou en finance. Et par la suite, le gros plus, c'est vraiment d'avoir son titre de planificateur financier. Et pour ça, au préalable, il faut faire un certificat et passer les examens obligatoires. Le certificat pour le titre officiel, c'est une durée de combien de temps? C'est 1 an à l'université. Là. C'est un certificat typique entre parenthèses à l'université. On peut le faire par exemple avec la TELUC à distance, ou on peut aller dans une université plus traditionnelle et faire le certificat. De mémoire, c'est 10 cours que ça prend à l'université. C'est ça. Puis au cégep, il faut faire un pré-universitaire. Donc, j'ai sauté cette partie-là. Donc, souvent, vont faire les personnes au cégep, je ne sais pas si les noms c'est encore ça, mais ils vont aller en sciences humaines, par exemple, profil administration. Donc, une durée de 2 ans pour aller ensuite à l'université. Puis, un avenue aussi qui est intéressant, vous en avez parlé, c'est de faire une demande d'admission collégiale dans la technique en comptabilité et ensuite de passer au baccalauréat, ce qu'on appelle la passerelle. Ça pourrait être aussi un avenue intéressant pour les jeunes qui veulent exercer dans le monde de la finance. Sinon, une question un peu plus personnelle, Kevin, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire plus tard? Ça vient d'où cette passion-là pour les chiffres et la planification financière? Oui, c'est ça, j'avais toujours eu un intérêt vers les finances. Puis il faut se rapporter, je suis en 83, donc dans les années, Internet était moins connu et tout, donc les finances, on dirait qu'on en parlait moins, c'était plus tabou au Québec aussi. Mais je me rappelle, j'ai acheté ma première action en secondaire 5 à la bourse via même mon père qui avait un petit compte d'actions qu'il gérait. Puis j'ai commencé à m'intéresser avec ça, mais dans le début des années 2000, il y avait beaucoup la mode sur l'informatique. C'était la bulle informatique, donc je m'avais inscrit au cégep en technique informatique et je m'avais rendu compte finalement que c'était pas du tout pour moi. Donc, je
j'étais au cégep, puis je suis allé voir la conseillère d'orientation. Je savais même pas que ça existait au cégep une conseillère d'orientation. Ce qui est drôle, c'est que mon épouse est conseillère d'orientation, comme je vous ai dit, mais c'est ça. Fait que je suis allé voir la conseillère, puis j'ai discuté avec elle. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle m'a offert de faire un stage d'un jour avec des courtiers en valeur mobilière, qui est un peu différent du type de planificateur financier. Puis je suis allé là, j'ai adoré ma journée. J'ai un coup de cœur. Donc, pour les jeunes, si vous pouvez faire des stages d'un jour, que ce soit dans tous les domaines, je vous le recommande fortement. Vous allez voir, moi, je me rappelle, je suis sorti de ma journée de stage, puis je flottais presque en l'air. Là. Je me disais, c'est sûr que c'est ce que je veux faire plus tard. Tandis que je m'en allais pour faire une technique en informatique, là, qui est quand même complètement différent comme domaine. On le dit souvent, hein, l'exploration puis le concret sur le terrain, c'est souvent ça qui apporte la petite étincelle puis la motivation nécessaire pour poursuivre dans la voie qu'on veut faire plus tard. À Jeunes Explo, normalement, vous le savez, là, les jeunes, ce qu'on offre, c'est des stages d'un jour. Donc, on espère que ça va pouvoir reprendre une fois la pandémie derrière nous, c'est certain. Puis, je pense que dans votre cas aussi, ça a été super favorable là, dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Oui. Sinon, en terminant, parce que je vois que le temps passe assez rapidement, ça serait quoi, selon vous, les qualités requises pour exercer comme planificateur financier? La première question plus précise qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il faut être excellent en mathématiques? C'est sûr qu'avec tous les outils aujourd'hui qu'on a, puis vous avez vu le programme que je vous ai montré, si on recule, le 30 ans, je n'étais pas planificateur financier à ce moment-là, mais il fallait faire plein de calculs à la main et tout. Mais oui, c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt pour les chiffres, c'est sûr et certain. Mais même, par exemple, je me rappelle, mais mon cours intégral au cégep, je pense que c'est le seul cours que j'ai coulé de ma vie, puis je devrais peut-être pas le dire, mais bon. Puis j'ai dû le reprendre une deuxième fois, puis malgré tout, je pense que je suis un excellent planificateur financier. On a une belle croissance, mais dans notre équipe, ça va bien. Fait que oui, il faut avoir un intérêt des chiffres. Est-ce que c'est grave s'il y a certains cours de mathématiques avancées que vous avez un peu plus de misère? Non, parce que ce qui est bien aujourd'hui, c'est avec l'informatique, on peut tout calculer avec des programmes. Mais oui, c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt des chiffres parce qu'on travaille avec des chiffres toute la journée. Donc, il faut avoir quand même un intérêt pour les mathématiques, mais c'est pas nécessaire d'avoir des A+ non plus. C'est quand même très possible là, de s'épanouir puis d'arriver à nos fins, même si on n'est pas un as des maths. Exactement. Puis sinon, les autres qualités, selon vous, qui sont nécessaires pour faire votre travail, ce serait quoi? Oui, ben comme je disais, je l'avais écrit un peu, je pense que vous êtes servi de ce texte-là pour faire la publicité, mais de notre conférence, mais on est un petit peu un mix comme je disais, de comptables, conseillers financiers, psychologues, représentants des ventes, etc. Donc, c'est très, très varié, mais ce qui est en commun dans tous ces métiers-là, c'est la communication. Il faut avoir un excellent sens de la communication. Il faut être beaucoup à l'écoute des personnes. Puis malheureusement, quand j'ai commencé dans ma carrière, il y a quelqu'un qui me dit ça, je m'en rappellerai toujours, et il dit « On a une bouche et deux oreilles, c'est pas pour rien. Il faut écouter beaucoup plus qu'on parle. » Et dans notre domaine, c'est vraiment, vraiment important. Faut écouter les clients. Chaque humain est différent. On peut pas faire c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a plein de nuances de gris entre les deux. Donc, c'est l'écoute, c'est primordial. Service à clientèle excellent aussi. Il faut avoir un bon sens de la communication, verbale ou écrit. Encore une fois, même comme moi, mais le sens de communication écrit, c'est pas ma force, mais ce qui est bien, c'est qu'on a 2 adjoints dans notre équipe qui, eux, sont très bonnes là-dedans. Donc, quand on a des faiblesses, il faut s'entourer de personnes qui, eux, c'est leur force. Puis dans notre domaine, ce qui est bien, c'est qu'on peut se créer des petites équipes pour combler à nos faiblesses. Mais je dirais, c'est vraiment l'écoute, le sens de la communication. Puis c'est sûr qu'il faut aimer les chiffres, faut aimer aider les clients pour améliorer leur situation financière. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le mot vente, mais veut pas, on donne des conseils, mais il faut faire de la vente parce que vous avez beau être le meilleur planificateur financier du monde, si vous n'avez pas de clients, vous ne ferez pas d'argent. Puis si vous êtes dans une caisse ou une banque puis vous perdez tous vos clients, la banque elle va vous renvoyer malheureusement. Donc, il y a aussi un petit côté vente qui est important, mais c'est toujours au bienfait du client. C'est ce qui est important. C'est ce qui différencie, je pense, les vendeurs dans notre domaine d'un vrai conseiller ou planificateur financier. C'est le planificateur va penser à optimiser la situation de nos clients au lieu d'essayer de vendre des produits qui s'est fait dire de vendre à ce moment-là. Donc, toujours garder en tête les besoins du client, ça, c'est vraiment super important. Et vous parlez aussi que votre travail, c'est un mix avec la profession d'avocat. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
Oui, ben, il y a le côté légal. Quand on fait les cours de planification financière, il y a différents secteurs d'études, dont le droit. Je vais faire un exemple. On parle aux clients de testament. On parle, par exemple, s'ils sont dans une compagnie, on va parler d'une convention d'actionnaires, etc. Fait que même si on ne fait pas de testament nous-mêmes, on ne fait pas de convention d'actionnaires, mais il faut savoir vraiment les lois au Québec pour pouvoir dire aux clients, ben vous auriez vraiment besoin de faire un testament. Appelez votre notaire. Nous, on n'en fait pas. Fait que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas on fait vraiment un conseil gratuit pour le client, mais il faut vraiment connaître les lois. Oui, c'est super important, autant que la comptabilité, comme je disais, la fiscalité. Donc, on a un peu un médecin généraliste. On a, oui, une spécialisation, mais il faut connaître presque tous les autres domaines. Par exemple, de la médecine, je fais l'exemple du médecin généraliste, là, mais oui, connaître les lois. Il y a une partie du certificat de planification financière. Je pense qu'il y a 2 cours sur 10 qui sont sur les lois. Puis vous dites aussi que votre profession, c'est un mix avec la psychologie, hein, le métier de psychologue. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est un mix? Oui, ben je veux pas du tout dire qu'on est psychologue. Je respecte beaucoup le travail des psychologues, mais pourquoi j'ai écrit ça, c'est que les clients nous appellent souvent. Ils peuvent être contents, pas contents. Ils peuvent arriver de quoi dans leur famille, ils sont en séparation. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Puis des fois, c'est spécial, mais on va parler 1 heure avec le client, mais 45 minutes, il va nous parler de sa vie en général, de comment il vit avec ses enfants, avec sa femme, avec ses petits-enfants, etc. Puis on va juste parler 15 minutes de finances finalement. Donc, on dirait les personnes, quand ils parlent de leur argent, c'est tellement tabou que quand ils parlent d'argent avec toi, ils parlent de tout. Puis souvent, même, les clients nous parlent de choses que je vais dire quelque chose. Par exemple, un client peut nous dire, ben moi, je vais divorcer dans 1 mois. Puis son conjoint, il ne sait même pas, mais il nous le dit à nous. Fait qu'il dit, je voudrais savoir c'est quoi les impacts financiers. Puis quand on parlait mais d'avocats, entre autres, c'est quoi les lois quand il y a un divorce. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut être empathique beaucoup. L'empathie est super importante. Puis c'est ça. C'est sûr que si vous voulez juste parler de finances, vous allez avoir de la misère à créer des liens avec les clients parce que les clients aiment ça parler de tout ce qui leur entoure dans leur vie quand on a des discussions avec eux. Cette discussion-là est super importante pour bien orienter la suite des choses puis leur planification financière en soi. Je trouve ça vraiment pertinent, les exemples que vous donnez. Puis j'espère qu'à la maison, ça vous éclaire un peu plus sur la réalité puis ce que ça l'englobe, la gestion financière. Parce que vraiment, c'est vraiment intéressant et vous portez quand même plusieurs chapeaux, effectivement. Vous avez des connaissances, des expertises dans plusieurs aspects. Donc, ça rend votre travail d'autant plus intéressant. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Vraiment, ça a passé très, très vite. Je tiens à mentionner pour les jeunes à la maison, si vous avez le goût de faire un petit quiz sur les possibilités d'emploi, les secteurs, plus précisément pour les CPA, on vous a mis en commentaire le lien vers un quiz super intéressant. Alors, si vous avez envie de pousser plus loin l'exploration quant au secteur puis au profil CPA, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Et puis, en terminant, Kevin, est-ce que vous avez peut-être un mot pour les jeunes en terminant l'entrevue? Oui, j'ai un petit mot parce que c'est sûr que, comme je vous dis, ma conjointe travaille dans une école secondaire, fait que souvent les jeunes ils demandent est-ce que c'est payant. Malheureusement, il ne faut pas faire un métier pour la paye, mais dans notre domaine, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plafond. Autant qu'un planificateur financier peut faire 25 000 par année, autant qu'il peut faire en haut d'1 million. Donc, c'est vraiment selon votre travail, puis tout le monde aime ça parce qu'ils se disent, moi, si je veux travailler fort, je vais avoir une bonne rémunération. Je peux, c'est possible. Puis s'il y en a qui travaillent moins fort, qui sont moins bons, il va y avoir des moins bonnes rémunérations. Donc, ça, c'est un point, mais il ne faut jamais oublier tout ce que vous faites, c'est un domaine qui vous intéresse. Il faut que ce soit pour le bienfait du client parce que sinon, ça va se revirer contre vous un jour et on a beaucoup de conformité dans notre domaine et de vérification. Donc, c'est primordial d'être toujours à l'écoute des besoins et c'est ça, optimiser leur situation. Donc, merci beaucoup, Kevin, d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir fait cette entrevue-là. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer quant à votre choix scolaire et professionnel. Ça a été une super rencontre. Et pour les jeunes, bien, on se revoit lors d'une prochaine entrevue. Merci encore. Merci, Audrey-Anne.